Tiens, mets celle-là si tu veux transpirer. C'est tout de comme, suite. Ça va aller. c'est comme le premier épisode de Comment vous avez fait. Hein, on n'est pas peu fiers. Merci pour pour l'avant-première. Oula, c'est bon, ça pique. Bonjour à tous, c'est Julien Hatton et bienvenue dans Comment t'as fait, le podcast qui vous fait gagner des années d'expérience entrepreneuriale. Si vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir et que vous cherchez à comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait, ce podcast est pour vous. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs. J'ai le plaisir d'innover avec un comment vous avez fait, puisque je reçois Olivier Kini et Luc Sananès, Bonjour tout le monde. cofondateurs de Lénissois et Hahaha. J'ai bien fait? Très bonne prononciation. Ok, bon, Sur le soi, c'est la cédille, c'est parfait. Ouais, mais j'ai fait espagnol au collège. Salut à vous deux. Bon, vous n'êtes pas venus les mains vides. Vous êtes hyper créatifs. On a échangé un petit peu au téléphone avant. Vous avez lancé 2 marques plus une super idée que j'adore. Il est là, le fameux Rosé Garcia avec José Garcia qu'on connaît tous. Magnifique. Ouais, magnifique. Mais j'adore l'idée. Je trouve ça tellement évident. On va que... te raconter après l'histoire Julien. Bah Ouais, ouais. parce qu'elle est pas de nous en plus, donc c'est incroyable. Bon. Et ben on y va. Un épisode qui s'annonce étonnant. Je sais pas comment je vais arriver à vous gérer, mais on va y aller. On va parler de 3 grands sujets. Le premier, c'est comment vous avez fait pour passer d'une idée d'entre copains à entrepreneur ensemble. Donc on va aller creuser un peu vos parcours. On va ensuite aller sur le sujet de comment vous avez fait pour lancer plusieurs marques, vous organiser et puis aussi embarquer une célébrité dans l'histoire. Et puis, dernière partie, quelle est l'ambition, le plan? Où est-ce que vous voyez dans 5, 10, 15 ans avec les Niçois et les autres marques que vous avez? Ça vous va? Chambé, super. Bon, on part pour 1 heure de bonheur Allez. et de une bonne heure. humeur surtout. Et de dégustation. Ouais, je vois que j'ai un peu peur, mais on va y aller. Pour commencer, la question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Je vais vous demander plutôt individuellement. Je vous laisse choisir qui commence. L'idée pour moi, c'est d'arriver à comprendre qui vous étiez, Luc et Olivier, avant de vous lancer en entrepreneuriat. Quelles études vous avez fait, d'où vous venez? Est-ce que vous avez des entrepreneurs autour de vous ou alors pas du tout? Comprendre un peu votre parcours et surtout, qu'est-ce qui a été le déclic pour se lancer? Qui commence? On ne rejette. Allez. Donc, Surtout le alors, plus jeune. moi je suis Olivier Kini, j'ai 45 ans. J'ai un parcours un peu atypique, mais c'est pour ça qu'on s'est bien rencontré avec Luc et qu'on en est là, je pense, aujourd'hui. Le seul entrepreneur que j'ai dans ma famille, il faut quand même rendre à César, ce qui est à Armando, puisque mon père s'appelle Armando. Il est entrepreneur. Il est entrepreneur. Et lui, il est grossiste à Rungis D'accord. depuis un paquet de temps. Mmh. Autrement dit, je suis né un peu dans un frigo, tu vois. Et j'ai eu l'habitude, avec toutes ces tournées, machin, tu vois, de me réveiller tôt et de connaître d'un peu plus près l'univers des restaurants et tout ça. Donc ça, c'est le petit background entrepreneur. Après, ayant vu ça, j'ai surtout pas fait ça. Tu t'es dit, c'est pas pour moi. Parce que, visitant toutes les arrière-cuisines, tous les chefs et toutes les galères, pas que j'aime pas me réveiller tôt, mais je me suis dit, c'est pas mon délire. Résultat des courses, j'ai fait une école de journalisme à Paris. Si tu veux, rien à voir. Ouais. Rien à voir. Et au bout de 3 ans, bon, je vais pas te raconter tout mon parcours, mais de journalisme, je suis passé de producteur de télé. Puis producteur de télé, j'ai bossé 7-8 ans avec Ardisson et toute la bande d'Ardisson, tu vois, produire pas mal de trucs. Après, j'ai arrêté pour créer un label de musique, où là, je produisais plus des émissions, mais des artistes. J'organisais des tournées et tout ça. Tu vois. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Luc. Après 7-8 ans de label où je produisais des émissions, produisais de la musique, je produisais des artistes et compagnie, en fait, j'avais envie de produire un lieu. D'accord. Tu vois, parce que j'avais des goûts un peu spéciaux et dans les restaurants où j'allais, j'étais pas très à l'aise. Aimant beaucoup Rolio Iglesias, par exemple, tu vois, j'aimais bien aller dans un endroit où c'était un peu spécial, quoi, tu vois. Et je trouvais pas de lieu un peu sympa jusqu'à ce que. Je peux. Ouais. Et étant quand même allé à l'école à Armando, je travaillais dans un resto. On s'est quand même rencontrés parce qu'il essayait de me refourguer les fruits et légumes de son père. Donc, il a monté un label, il a fait plein de trucs, mais il a gardé un pied dans le frigo quand même. Un Le peu père pas le nord. entrepreneur quand même, il fait du business. Je faisais du business un peu avec le label, tu vois. On a quand même fait des trucs bien, on a quand même produit Rodriguez. Je peux te rappeler un peu de Rodriguez. oui. On a fait les tournées de Rodriguez, on a quand même fait des trucs.
Mais bon, j'en avais un peu marre de la musique. Je rencontre Luc. Je voulais ouvrir un resto, enfin ouvrir un lieu, un truc un peu chelou et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Luc parce que je produisais un artiste qui était nôtre que le cousin de Luc. Donc on D'accord. s'est rencontrés par la musique. Je vais pas vous raconter son histoire, mais on s'est rencontrés par la musique. Et le truc qui nous a vraiment associés, c'était le besoin d'avoir un spot différent à Paris où on pouvait exprimer notre, c'était un peu des gros mots, tu vois, mais un peu notre créativité, quoi. Donc c'est vraiment parti de là. Et quand tu étais en label de musique ou production audio, tu étais à la tête de ces activités ou Non, pas du tout j'étais, c'était mon premier boulot. Je suis resté Ok. 8 ans. J'étais journaliste et puis un peu rédacteur en chef et puis après producteur. Donc je faisais beaucoup de prod exé. Enfin, tu vois, je faisais beaucoup de reportages, de sujets, un peu Ouais. d'émissions et tout ça. C'était pas du tout ma boîte. C'est pour ça que j'en suis parti pour monter mon label avec d'autres associés. Parce que j'adorais la musique et j'avais, tu vois, mon parcours est vraiment, à chaque fois que j'ai fait des rencontres, enfin c'est les rencontres un peu Ouais. déterminantes, enfin, c'est un peu tout le temps pareil, tu vois, mais c'est quand t'as pas de vision hyper claire au démarrage, bah tu passes de bonhomme en bonhomme et puis tu suis un. Et puis là où tu as de l'énergie aussi. Enfin, C'est ça, tes envies, c'est est-ce que ça. tu... Entre les bonhommes que Toi, tu tu t'es écouté. rencontres, tes envies. Je suis parti de la télé parce que j'avais envie de m'écouter, j'avais envie de créer de la musique. Donc je suis parti, j'ai écrit de la musique. Ça a duré un temps, j'avais besoin de créer autre chose. C'est vraiment quand même un truc de création. Donc j'avais besoin de créer autre chose, raconter un autre truc, m'exprimer autrement. Le besoin d'ouvrir un lieu un peu chelou. C'est là où j'ai rencontré Luc. Et c'est là que j'ai quitté la musique et qu'on a lancé Les Niçois. Ok. Voilà. Bon, bah, écoute, Bien merci. résumé, ça va? Ouais, écoute, j'ai encore des questions pour toi, mais Vas-y, quand tu on veux. va laisser Luc s'exprimer. Toi, Moi, dis-moi que tu l'as rencontré aussi en soirée grâce à la musique, parce que sinon, je pas comprends du tout. On s'est rencontrés en soirée encore, c'est un truc incroyable. Non. Donc moi, Luc Sananès, 39 ans. Ouais. Je suis né à Nice, bien entendu, d'où les Niçois en partie. J'ai un parcours qui est un parcours d'école de commerce américaine à Paris, où on nous a tout appris sauf à être structuré. Donc c'était vraiment pensé hors du moule. C'était une toute petite école qui a fermé depuis. Je pense qu'il y avait trop de magouilles à l'arrière. Enfin bref. Donc il a formé que des profils un peu bâtards, mais plutôt sympathiques. J'ai terminé ces études-là et j'avais un truc, moi, qui me faisait vibrer et qui me fait toujours vibrer d'ailleurs. C'était, et c'est un peu bateau, mais c'est le voyage. J'ai eu la chance de faire des études et de voyager. Donc j'ai terminé cette école à Paris où j'ai quitté mon Nice natal pour venir à Paris 5 années. Le temps de voyager un peu en Espagne, etc. Derrière, je suis parti faire un master en Australie, spécialisé toujours en entrepreneuriat pour le coup. Et Il y avait avec comme cette dimension entrepreneuriale. Ouais, travailler pour les autres, c'était quelque chose que j'avais un peu de mal à apprivoiser. Je pensais de manière un peu différente à chaque fois que j'allais en stage et faire des trucs comme ça. Donc, j'étais pas très à l'aise. C'est pas quelque chose qui me motivait. Pour le coup, créer mon truc et avancer et me taper sur la gueule si ça avançait pas, c'était quelque chose qui me parlait plus. Donc être responsable de ses réussites, mais aussi ses Ouais, échecs ou ses exactement, galères. Ok. exactement. Avec toujours un minor, j'ai toujours bossé en restauration. Depuis que je suis tout gamin pour payer mes études, j'ai fait plongeur, commis, serveur, Tu connais barman, les métiers, etc. quoi. Voilà, donc au début, c'était purement alimentaire. Derrière, quand je suis passé dans ce master justement en Australie, j'avais un minor en hospitality management, donc en plus ou moins hôtellerie-restauration. J'ai eu la chance, une fois que j'ai terminé mon master en Australie, d'aller faire un master au Mexique. Spécialisé dans la culture mexicaine, donc rien à voir en plus, mais rien à voir. On y reviendra sur le Mexique. Un peu de sens avec. Exactement, ça j'imagine. vient pas de nulle part non plus. Et quand je suis rentré à Paris, c'était 2009, pleine crise économique. Moi, je voulais un boulot où justement j'étais pas mon propre patron, mais j'avais des projets qui changeaient régulièrement. Je voulais être dans le conseil. Pire moment, je pense, du siècle pour faire ce genre de métier parce que tout était en train de s'écraser. Donc, mon cousin qui était dans la musique, qui était produit par le célèbre Olivier Quigny et son label Roy Music. Autrement dit, nous. Toi. Voilà. Ce gros malin, il leur plug une synchro sur la pub Kenzo Flower. Donc, l'album explose. Oui. Et là, il me dit, bah mec, tu cherches du taf en ce moment. Moi, je vais prendre un tour manager. Je lui dis, c'est quoi tour manager? Je sais rien faire dans la musique. Il m'a dit, ouais, faut juste organiser et que ça se passe bien. Donc, je les ai accompagnés pendant 2 ans et demi, un peu partout dans le monde. Et j'ai rencontré Olivier à ce moment-là. Ok. Voilà.
Retour de tournée, on est en 2013. J'ai un de mes anciens potes de Paris qui m'appelle et qui me dit « Ouais, t'es toujours dans la restauration ?» Je dis « Oui, plus ou moins. J'ai un spot à te montrer dans Paris, dans le 11e. Je vais visiter l'endroit. » C'était assez c'était bizarre, c'était horrible, c'était sombre, c'était un peu oppressant comme endroit. Il me dit tu peux pas accompagner, c'est des potes à moi, vois un peu si s'il y a moyen de redresser la baraque, etc. Chose que j'avais déjà faite avec 2-3 établissements avant. Je me pointe et là en fait l'endroit c'était insauvable. Et je lui dis bah non écoute là ça va dans le mur donc si tu veux, moi pour le coup j'ai un projet de resto, j'ai un projet qui est pas vraiment un resto, qui est un, on va utiliser les grands mots encore, lieu de vie. Truc qui est ouvert un peu tout le temps, 7 sur 7, avec des formats différents pour le midi, pour le soir, pour le week-end, etc. On peut aller de 3 à 99 ans. Et je leur dis, bah, on peut potentiellement racheter vos dettes. Donc, pour que eux ils partent quitte et que nous, on ait un resto pas très cher. Donc, ça me vient en tête. Et là, à ce moment-là, je suis allé voir Kini, qui avait son label. Parce que moi, j'avais pas une flèche. Et en gros, je lui évoque le projet. Je dis ouais, truc, grande table, on rigole, les potes, tu viens à 2, tu finis à 25, ça chante, un peu de zik à l'intérieur, etc. Un vrai lieu vibrant, pas chiant, pas cher, mais où on travaille tout de A à Z. Fait rien rentrer déjà de fait, pas de boîte de conserve, pas de saloperie. Je dis ça va s'appeler le Mimosa. Il me dit écoute mec, t'es sympa. Attends, il me raconte ça sur le chantier. Donc je crois qu'on avait à peine signé l'histoire. Il dit, ouais, tu vois, donc il me raconte la carte, le menu, t'avais envie de tout bouffer, de tout boire, il me met la visite et tout, bah tu vas casser ça et tout machin. Et à la fin il me dit bon ça va s'appeler Mimosa et ça va cartonner. Et là tu dis Et comment je t'as dis, choisi le nom? et je dis Mimosa, non ça va pas le faire. En revanche, il me raconte ces On n'a trucs. rien contre le Mimosa. Il me mais- raconte de trucs de niçois, ouais. de bandes, tu vois, de trucs un peu sudistes, genre je sais pas, j'entends la plage et tout ça. Je dis attends, tu changes rien, sauf Sauf on le nom. mêle ça les niçois dans un truc, tu vois, parce que on aimait bien le côté un peu bande et quand tu sais quand tu penses lieu resto, moi enfin en tout cas moi j'aime bien aller chez quelqu'un quoi, tu vois. J'aime pas être le quelqu'un, mais j'aime bien me dire que je vais chez quelqu'un ou chez des gens machin. Et le côté les niçois, tu vois, ça rassemblait toute sa carte, le sud, la Vous auriez pu pétanque, faire chez Luc et Olivier ou... ouais, dépression, c'est un peu Parce que c'est une... enfin, il y en Luc a et Olivier, beaucoup, ça hein. fait un peu bar un peu Derrière, t'es bar. obligé de rester un peu tanké derrière le bar T'es un comptoir. peu PMU quoi. Mais les Niçois, ça, tu vois, ça faisait une espèce de marque ombrelle où tu avais Ouais. la bande, les copains, la plage. On a mis un terrain de pétanque au sous-sol. Là, on Mm. était en 2014. Et donc, on lance le resto. Attends, pardon, je fais un peu un truc, mais on lance le resto. Et pendant 2 ans, c'était plein tous les soirs, tu vois. C'était très bizarre. Il y a 140 mètres carrés et pendant 2 ans, il y avait 300 personnes par soir. Ouais. C'était du délire pur et simple. Et c'est con, mais il y a 10 ans, parce que on a ouvert là, on fêtera les Ça, 10 ans du restaurant, là, 30 janvier. en janvier. Il y a 10 ans, le 11e, c'est pas le coupe-gorge, tu vois, mais c'était genre, Mm. on sait même pas où c'était. C'était Il y avait pas un comme square. aujourd'hui, Ouais, c'est ça, tendance. c'était Ouais. genre, c'est où votre restaurant, rue, quoi, Mm. la Charrière, on connaît pas, le square, on connaît pas. Mettre, tu vois, un truc, c'était- mettre un c'était- truc autre que des tables dans un restaurant, ça existait pas encore. Mm. Quand l'entrepreneur, je lui dis, mec, on va péter la dalle de l'immeuble, on va faire un terrain de pétanque, il m'a rien fait, t'es fou. Ouais, mais Ouais, c'était- vas-y, viens, on va le faire, on mettra du parquet par-dessus, ça va rester planqué. Il y avait un piano, un terrain de pétanque, des grandes tablées, ils arrivaient à 10, on les mettait sur une table de 2. Tu vois, les gens, ils comprenaient pas trop. C'était une autre époque. Il n'y avait pas tous les influenceurs, il n'y avait pas les téléphones. Tu vois, c'est con, hein. Ouais, Mais tu te c'était- remets 10 ans arrière, il n'y avait pas les débiles avec les téléphones. Dès qu'il y en avait 2, on interdisait les téléphones à table. Tu vois, enfin, on a créé un lieu où les gens, ils étaient perdus, ils savaient plus où ils étaient. Ils arrivaient, ils dînaient à 2, ils allaient au piano à 4, ils finissaient à 10 à la pétanque. Alors justement, tu vois. par rapport à ça, on va en parler parce que le positionnement, pour moi, ça m'intéresse aussi, la dimension marketing et positionnement par rapport aux autres restaurants hein, qui peuvent exister sur le marché. Mais pour finir sur toi, Luc, tu disais, tu as fait commerce et tu as beaucoup voyagé. Mais qu'est-ce qui, à un moment donné, est-ce que tu avais des entrepreneurs aussi autour de toi? Et qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers des études de commerce et pas autre chose? J'étais très mauvais en sciences. Mm. J'aurais voulu faire des sciences à la base, mais j'étais très mauvais, donc au moment, faut pas s'acharner. Et en fait, commerce, c'est ce qui m'a donné le champ le plus libre pour la suite et pour explorer plein de domaines. J'ai fait une tonne de boulots différents. J'ai travaillé à Dubaï dans des boîtes qui fabriquaient des bateaux en bois. J'ai travaillé avec des cabinets d'archi. J'ai travaillé, comme je l'ai dit 10 fois, dans
comment ça s'appelle, dans la restauration. J'ai travaillé dans des qu'on garages automobiles. J'ai fait une tonne de boulots différents qui m'ont permis d'acquérir des compétences un peu particulières, même la tournée et l'organisation que j'ai faite dans la musique là, pendant 2 ans. Ça m'a ouvert les champs sur tout un truc d'événementiel. Ah oui. Ouais, et des opérations sur des plages privées dans le sud que j'ai pilotées pendant 2-3 mois. Ça m'a donné une envie, une appétence qui s'est concrétisée à la base dans un seul lieu. Parce que ce resto, quand on l'a signé, faut voir que pendant 7 mois, on y était tous les jours avec un burin à taper de la pierre. On a fait tous les travaux nous-mêmes avec deux entrepreneurs qui nous ont filé la main. On a accouché du truc. Je parle de tout, du pot à couvert en fer forgé que mon grand-père nous a fait à 91 ans dans le sud, qu'on a remonté, etc., aux lumières, au sol, la grande mode des cagettes, elle n'était pas encore là il y a 10 ans. Là, on avait quand même fait tout un arrière-bar en cagette, ce qui était horrible pour bosser, mais bon, bref, on l'a fait à la débrouille. Et ce truc-là, c'était la concrétisation de toutes ces expériences. Ouais. Et en fait, derrière le chemin de carrière qu'on va vous raconter là, ça s'appuie aussi sur les fondations qui ont été faites par 10 années de bordel à vagabonder et à bosser dans Ouais, parce que toutes finalement, les tous ces industries. voyages, toutes ces expériences, ça nourrit aussi. Vous avez pu faire un patchwork de OK, mais qu'est-ce qui m'intéresse? On parlait de musique, on parlait de lieux, on parlait de pétanque. Enfin, tout ça, c'est intéressant. Et par rapport justement au positionnement, parce que alors, moi, je viens du marketing, on se dit souvent que effectivement, faut être clair sur son positionnement pour arriver à se démarquer ou autre. Là, quand tu dis on arrive dans un lieu, on ne sait pas trop ce que c'est. Je pense que c'est hyper clivant. Soit il y a ceux qui disent bah, attends, moi je voulais aller dans un resto, c'est pas du tout pour moi. Et à l'inverse, ceux qui se disent je suis ambiance, les copains, je vais aller passer un bon moment, quitte à même rencontrer des gens que je connaissais pas, m'attabler avec les autres à côté, boire une bière et puis finir par faire une pétanque jusqu'à pas d'heure. C'est pas du tout le même client finalement pour vous. Comment Bah, vous en avez fait, vendu ça au départ? tu l'as dit dans ta phrase, tu as dit les gens, ils vont passer un bon moment. En fait, tout ce qu'on a fait, nous, depuis 10 ans, ensemble, c'est créer des moments. On a créé des moments qui étaient majoritairement plaisants. Mais si tu regardes le Google du restaurant Les Niçois, tu vas dans les commentaires, tu vas beaucoup rire. Parce que justement, tu dois avoir 80% de gens qui ont passé des super moments, mais tu as 20% de gens qui, comme tu le disais, Je suis allé comprenaient voir pas. justement les avis. Et en fait, je suis allé voir la fiche avant et je me suis dit, tiens, je vais regarder la note. Et je me suis dit, ah, bon, soit on aime, soit on n'aime pas en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que quand tu viens pour faire un dîner romantique et que tu te retrouves t'es avec pas au 20 bon endroit. potes à côté en train de faire une fiesta, forcément ton Ouais. expérience elle est un petit peu voilà, et en plus de ça, en s'appelant les Niçois, Quand tu viens sur une table de 4 et t'as 4 personnes qui prennent leur téléphone et que j'arrive en disant écoutez, tu je suis ranges désolé, ça. mais en fait, je vais vous demander de partir. Parce qu'en plus, j'ai un humour un peu spécial. Et en plus, ils disent excusez-moi, ils demandent au serveur c'est qui? C'est le patron. Donc, si tu veux, on a créé volontairement des accidents pour créer. En fait, je sais pas si tu es conscient, mais on a volontairement créé des accidents pour fédérer je sais pas si c'est un storytelling, tu vois, des trucs du marketing, parce que c'est pas ça, mais Moi, je dirais que c'est un parti pris. mais c'est un parti pris de. Tu En vois, plus, parce que- en vrai, on est comme ça. Mm. Moi, j'ai 4 personnes au téléphone sur une table. En fait, j'ai pas envie qu'ils soient là. Je préfère qu'ils aillent téléphoner dehors, ou alors ils reviennent. Donc, je leur dis, faites une pause. Donc, c'est peut-être pour ça ce qui est dans les commentaires, tu vois. Ouais. Donc, Mais c'est super intéressant parce qu'on voit que effectivement ceux qui adorent, alors j'imagine que c'est des clients récurrents. Ils viennent mais alors de manière récurrente. C'est vraiment le lieu qu'ils ont trouvé. Mais c'est très fort d'avoir ce parti pris. Et justement, je pense que les restos qui marchent pas, c'est aussi ceux qui veulent tout faire et rien faire et qui n'ont pas ces partis pris là et qui les affirment pas. Enfin, moi, je le vois avec BuzzNative, notre agence de com. On conseille aux clients, ayez un parti pris et affirmez-le. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous plaisez à personne au final. Personne n'a envie d'être comme tout le monde en fait. nous, Donc alors, je trouve ça fort que vous ayez dès fait le ça. départ, on a voulu être nous avant de pas être comme tout le monde. C'est quand même différent, quoi. Ouais. Les pages d'or, attends, on va pas être comme tout le monde. Non. On a été nous. On a mis tout notre historique perso de famille, d'entrepreneurs, de machin, de casserole dans 170 mètres carrés. Il y a des fans, on l'a déjà fait. Ils voulaient dormir dans le resto. On leur filait les clés. On dit vas-y, à la fermeture, tu vois. non mais il y a même Vraiment, enfin, il y a eu un truc à l'époque des Niçois où
Il y avait des papiers dans tous les sens, personne ne savait d'où, personne ne comprenait. Il y a des Mm. attachés de presse qui nous disaient qui est votre attaché de presse. Hmm. Alors, en Et fait, moi, pendant 2 ans, je recevais à peu près, il m'envoyait tous les 2 jours, il m'envoyait un article de presse sur le resto. Du coup, pour moi, c'était normal. Ouais, c'était- Je me suis dit, ah tiens, c'est comme ça que ça se passe quand tu lances un resto. Ouais, En tu fait, satisfaisais même plus du truc. Enfin, tu savais peut-être pas goûter le. non, mais on a Ouais. une bible comme ça, des articles qui sont sortis sur le resto. Justement, tout votre réseau, dans la musique, ou parisien, ou journaliste, tout ça, ça vous a aussi aidé au départ. Bien j'imagine, sûr, parce que vous bien avez entendu. activé Oui. pour faire venir. Ah, tu sais, sur la première année au moins, je pense qu'il y a 500 clients qui ont fait 300 personnes tous les soirs pendant un an. Là, vous avez payé des figurants qui venaient. Et puis attends, plus, quand t'es un peu sudiste et que tu vois un bar à Paris qui s'appelle les Niçois, Ouais. non mais là ça t'a Ah. drainé. Déjà mécaniquement, c'est comme tu ouvres un truc les Bretons, t'as tous les Bretons de Paris qui se pointent. Ouais, c'est Donc ça. là les Niçois, il y avait des mecs qui étaient ouais dans les Niçois, mais attends moi je suis Niçois, t'es Niçois. Enfin tu vois c'est genre. Même en plus, C'est- ça ça faisait, ratissait de Nîmes à Menton, tu vois, t'avais Oui, tout le c'était, bastion le- du ouais, sud. ils étaient Et du tous coup, presque forcément, niçois, quoi. c'était chantant, c'était riant, Ouais. ça se marrait, c'était hyper solaire comme endroit. Tu passais la porte, là, ça y est, t'avais une expérience de malade qui commençait, quoi. Quoi qu'il en soit parce que tu te faisais accueillir avec un sourire, soit parce que tu te faisais envoyer chier, tu vois. Ouais, c'était l'un ou l'autre. Et justement, par rapport à ce positionnement, parce que on le voit un peu à Paris, il y a des modes. Comment vous avez fait pour que la mode, elle passe pas? Parce que le risque serait de rester, par exemple, en ce moment, je sais pas, c'est la mode des crêpes, on fait que des crêpes, et puis dans 3 ans, tout le monde en a marre de manger des crêpes. Bon, il faut aussi changer. Comment vous avez fait pour entretenir l'âme du lieu? Bah, sur le lieu, en fait, ça, pour le coup, ça, c'est toutes les années de restauration où j'ai bossé, où Ouais. j'ai pris le meilleur de ce que j'ai vu et le meilleur aussi pour les gens qui bossent avec nous. C'est qu'on a fait tous les midis, tous les jours de la semaine, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts qui changeaient tous les jours, toute l'année. Le soir, une carte de tapas simple, donc une quinzaine de plats, pas très chers, abordables, mais que du frais, etc. Et le week-end, une carte brunch avec garderie pour enfants. Ah. Donc, on était les premiers à faire une garderie pour enfants dans la C'est une cave. bonne Il y avait idée, des parce que, animateurs qui venaient. Enfin bref. Donc, en vrai, en posant un concept comme ça, on va mettre des gros mots. En posant un concept comme ça, t'as des chefs. On a eu des chefs incroyables qui ont débarqué avec nous, une créativité fabuleuse. Et tu plais à différents types de clientèle qui vont chacun retrouver leur moment dans la semaine. Donc le brunch, quoi qu'il en soit, un brunch c'est un brunch. Donc, tu veux dire que t'as pas la même clientèle le midi que Non. le soir ou que Ah le bah non. week-end? Non, pas du tout. T'arrives à gérer Pas ça? du tout, ça Ok. n'avait rien à voir. Et puis assez rapidement, déjà l'année de lancement, on a fait beaucoup de festivals. On allait faire des pains bagnades, des salades niçoises à Willow Green. Enfin, tu vois, Ouais. on faisait tourner le concept les Oui, oui. Niçois, tu vois, sur tous les festivals. Donc, tu vois, les mecs, tu vois, c'était vraiment omniprésent chez les gens. Puis ça faisait un peu par capillarité. Donc, c'était Niçois. Puis après, on a eu les Bretons. Puis après, on a eu un peu tout le monde. Et puis machin. Donc, tu vois, la marque, elle a grandi un peu comme ça. Et puis, on a eu un déclic, c'est qu'on faisait, au lieu de faire des goodies, des t-shirts, des sweatshirts, des conneries ou des pins, en fait, lui qui m'a dit, vas-y, on va mettre notre tapenade dans des petits bocaux. Puis on va voir si ça Tartinable de marche. resto. Et c'est comme ça que on a eu notre premier client qui était Colette. C'est En comme fait, ça Vous qu'on avez a réussi à quand même donc, Colette de vous référencer. Ça- Pas non ça- sur une OP. c'est encore plus fort que ça. C'était encore très drôle. Nous, on avait donc nos petits bocaux là, qu'on faisait au resto de tartinable. En gros, c'était ce qu'on vendait aussi aux clients sur place, Ouais. tu vois. Donc Il c'était repartait avec. à la place de faire des t-shirts, des casquettes à la con, qui, Mm. une fois qu'ils vont être lavés 2 fois, ce sera délavé et tu les jetteras. Bah là, t'as un petit pot que tu vas partager encore avec des potes. Et donc, tu déplaces le moment. Ouais, Un l'expérience, resto, tu la etc. continues Voilà. aussi chez Tu toi. l'as vu chez toi. Lui, il organisait là, le lundi soir, lui, il organisait un tournoi de pétanque des marques. Donc, on a fait ça pendant 2-3 ans. Le lundi soir, on emmenait 2, 3, 4 marques qui venaient dans la cave, ça jouait à la pétanque. Et donc, Des il y marques avait de quoi? De foot? des peu importe. marques de c'était gens qu'on genre connaissait, de potes, quoi. Des marques, des gens, je sais pas, tu te rappelles de Paris Dernière? Mm. Tu vois, t'avais une équipe Paris Dernière contre une équipe de Vice, D'accord. contre une équipe de L, contre une équipe de Colette. Ok. Ouais, Voilà. Time Out, tous ces gens-là, etc. Ok. Et il s'avère que l'équipe de Colette, ils étaient bons à la pétanque. Et donc, 3 fois d'affilée, ils ont gagné le tournoi. Et un jour, Sarah, on lui montre un projet un peu fou qu'on avait en tête, qui était nos petits pots de tapenade, là. Il dit, bah tiens, on va les brander maintenant, on va mettre une étiquette dessus, tu vois. Et on lui montre ça pendant un tournoi de pétanque à l'extérieur. Elle dit, ah putain, c'est chambé, bah, le jour où ça sort, vous me dites, on les met chez moi. Ok.
J'ai bien compris. D'accord. Très bien. Parce que Colette, c'était Ouais. quand même un délire à l'époque. Ah hein. bah oui, non mais Bah, tout tu le vois, ça monde a fermé voulait les lance de la avoir pointe de C'est l'ail, ça, quoi. c'est-à-dire que Ouais, les paires de Nike, les c'était un iPods, tampon, tu vois, quand t'as le c'était tampon Colette, quand tu faisais un lancement chez Exactement. Colette, Ouais, t'étais le roi du monde. ouais. Chanounique et compagnie, tu vois. Donc elle nous dit ça. Bah nous d'un coup on se met une pression monumentale. On débarque 3-4 mois après chez elle, donc chez Colette, Kini et moi, avec moi j'avais donc bossé les recettes dans la cuisine pour faire un truc un peu optimisé, des trucs avec des petits pots en verre, tu sais, à clapper avec les 5-6 recettes, on a des trucs. Lui il avait pris une belle lappe en lin, tu sais, jaune, qui pose sur la table de chez Colette, un Fallait petit pas se planter olivier. sur le rendez-vous. Tu vois, on bosse le truc quoi. On arrive, etc. On ouvre les petits pots. Elle dit bon alors qu'est-ce que vous me faites goûter? Goûter les petits pots comme ça. Elle nous regarde. Elle fait non mais ok c'est chambé, c'est très bon. Et genre, on m'a jamais présenté une marque comme ça. J'en venais avec un produit fini. Et après on Ouais. verra. On Donc m'a dit, ouais, allez, revenez. Quand c'est prêt, Quand vous me vous êtes dites, prêt. et puis c'est bon. quoi. voilà. D'accord. Donc Là, on a- s'est grouillé autant de dire pour faire des voilà. étiquettes. On Ouais. a finalisé le truc. Et en fait, on a fait un lancement chez Colette le 21 mars, hein, je crois. Un an pile après le resto. Ouais, 21 mars 2015. On lance chez Colette avec, dans le sous-sol, on a construit des terrains de pétanque, pastis de partout, tapenade, Ouais, etc. vous aviez aussi événementialisé Ouais. le lancement. Bah, Ouais. toujours, tu vois. Enfin, Mm. le mot, c'est créer des moments. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas arrivé avec le pot de tapenade dans le rayon chez Colette en faisant une photo. Et non, nous, on se sent obligé de se déplacer T'as avec, 200 avec l'armada. quoi. T'as Ah, 200 mais mecs. non, On avait même pris chez Colette, archi drôle, ça c'est encore lui. On avait même pris le mec qui vient vendre les roses le soir au resto, qu'on adore, qui venait truc. On lui avait acheté 100 roses pour qu'il vienne avec nous chez Colette et qu'il les offre aux gens. Et les gens ils le regardaient, ils disaient, non, merci, ils disaient, c'est gratuit. donc au sous-sol, t'avais le terrain de pétanque, le petit pakistanais qui distribuait des fleurs aux japonais et les japonais qui jouaient à la pétanque. Et là, elle nous dit, en fait, vous êtes dingues, vous deux là. Ouais, vous Mais avez non, fait. mais c'est pas grave, vous allez voir, ça va bien se passer. Ah, mais d'un côté, en fait, vous vendez pas. En fait, vous vendez pas le fait de manger. Vous Bah non. vendez l'expérience. Et c'est ça qu'on vient chercher. Donc après, ça se traduit par des produits, par un lieu, par une ambiance, etc. Donc c'est hyper cohérent ce que vous avez fait, en fait, de dire on va événementialiser le lancement. On vend presque les moments qui te manquent Oui. tout au long de l'année, tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est les vacances, c'est ce moment où tu te retrouves avec tous les potes, la table. Ouais, c'est que le 5 truc. semaines dans l'année. C'est. Et nous, c'est voilà. 12 mois dans l'année. Ouais, Nous, c'est l'occasion ce chez qu'on vous, cherche les à vacances. avoir, donc bon, voilà. Ça marche. Ok. Donc, c'est comme ça que vous vous rencontrez, c'est comme ça que vous vous lancez. Ouais. Que donc vous activez le réseau au départ et donc vous avez la première année, donc vous faites complet, voire surcomplet, on va dire. Ah, problème. Vous lancez Après- votre première marque. Alors, c'est quoi du coup? C'est Lénissois directement? Ouais, exactement. On lance Ok. les Niçois chez Colette. Ok. Là, Et là, comment vous. là, franchement, on le lance en disant, bon, sympa, on a fait un bon coup avec Colette. Jamais Mais de la pour te vie. dire quel niveau d'interprétation on avait du truc, c'est on avait fait 4 petits pots, une bouteille de rosé de pétanque, et après on avait 3 sweatshirts, une bougie, des boules de pétanque, tu vois, il y avait... Ouais, C'était juste, on lançait la marque Lénissois, quoi. C'était les goodies, on faisait parler du resto. d'accord. Mais, vu qu'on a fait ça chez Colette, bah le lendemain... Sarah de nous dire, parce que tu vois Sarah, c'est la fille de Colette. Oui. Donc Sarah de nous dire, vous allez voir, je pense que en général, enfin, j'ai jamais lancé de marque de food. Je pense que, tu vois, humblement, je pense que vous allez avoir des coups de téléphone. Bon, moi, je mets le téléphone comme ça, j'attends, tu vois, je monte. Pas de téléphone, pas de coup de téléphone. Premier mail. Bonjour, c'est la Galerie Lafayette, on vous a vu chez Colette, est-ce qu'on peut se voir? Luc, Ouais, Luc. ouais. Attends, on nous passe une commande. Attends, prépare le scooter. Donc on fait la Galerie Lafayette. Après, la grande épicerie. Bon, après, on a quand même passé 2-3 coups de téléphone, tu vois. Oui, Mais- bien sûr. Vas-y, on commence à avoir des commandes et tout, machin. Et c'est pas une vanne, on livrait avec nos scouts à Et on l'époque. livre en scoot. Ouais, Depuis bah, le faut resto, bien commencer, scooter, parce qu'en plus, ouais, Colette, c'est clair. Toi, t'as une énorme visibilité. Ouais. Les rayons, ils sont petits. Donc, elle te commande un colis. Ouais. Bon, donc ça rentrait dans le case du scooter. On livre un colis, on livre une bouteille, machin. Grande épicerie, on mettait 2 colis. Donc, tu vois, on commence à lancer l'histoire. Et puis, sentant que... Bon, parce qu'on a quand même un peu des intuitions, tu vois. On sent que le truc pourrait prendre. On s'inscrit au salon de l'épicerie fine à Paris, à Paris, porte de Quand même. Versailles. En septembre. Donc là, on 6 prend des mois gros après, tu risques vois. d'entrepreneur. Et là, vous aviez vendu combien de Ah, je sais de plus, mais, pots, Huit. ou- non, mais on avait amorcé un potentiel deuxième business, tu vois. Oh. Mais en tâtonnant. Combien, j'en sais rien, mais c'était avec... Et tu vois, alors une question aussi avant qu'on poursuive, parce que tu vas revenir sur le salon, mais tu t'as dit tout à l'heure aussi, et je reviens sur plutôt le modèle économique.
Vous avez dit, on va passer un bon moment. Donc, si on passe un bon moment, les gens restent aussi potentiellement longtemps. Alors, est-ce qu'ils Exactement. consomment, ils consomment pas, ça, c'est un autre sujet. Mais j'imagine que quand tu passes un bon moment, tu es plus enclin à consommer davantage. Mais comment tu fais pour avoir des produits frais, pas de conserve, etc., pour avoir des chefs, pour avoir en fait ce niveau de qualité et maintenir des prix accessibles où tu disais, enfin des prix Bah, sympas. il y avait vraiment du monde, hein. Ouais. Donc, Mais et puis les produits frais, c'est si tu les travailles et machin, ça coûte pas beaucoup plus cher que acheter la boîte de conserve et compagnie. ok. Donc, tu vois, pour dans vous, ce- ça Et maintenait il un y a niveau aussi de un truc. rentabilité Non, mais il y a aussi un intéressant. truc important, c'est que lui et moi, on travaillait 190 heures semaine. Ouais. Ouais. Non, mais pour là, le on coup, rigole, mais on travaille quand même. Ouais. Moi, c'était la première fois que je voyais un mec qui bossait plus que moi. Hmm. Enfin, moi, j'arrivais au resto, il était 7h30, 8h du mat, pour commencer à lancer le service. Mm. Je partais le soir, la veille, 3h30 du mat, quelque chose comme ça. Il m'envoyait des messages après que je me sois couché et le matin avant que je me réveille. Hmm. Et moi, j'étais un peu sur le cul parce que. C'est la course à qui aller. Et Ouais, puis- non, mais tu sais, en fait, on était porté par ce truc. Ouais, Comme je te quand disais, t'as la une presse, marge de les gens, poids, le ouais. remplissage, tu vois ton cahier de résa. On avait eu à l'époque Merci Alfred, Ouais. qui nous avait fait un post D'accord, sur ouais. au tout début de Merci Alfred. On avait pris 6 mois de résa d'un coup. Pas compris ce qui se passait. En plus, c'était pas système de résa en ligne. Hein. Oui, c'était. Téléphone, agenda. Hein. Donc le restaurant, il se portait bien. Le développement des premiers produits d'épicerie, on se disait en rigolant, c'est le Ricard du soir qui paye quand même, tu vois, parce qu'il y avait quand même un peu de BFR, fallait acheter des Mm. produits, on Oui. a payé une agence pour faire la DER. Ouais. Donc on regardait le resto, c'est putain, là on fait une bonne soirée, c'est ça qui va financer l'épicerie. Et on Mm. travaillait au resto, à 19h on pliait les ordis, on faisait le resto, enfin tu vois, on faisait les deux en même Mm. temps. Et on prend un stand sur le salon de donc l'épicerie fine. On était hyper impressionnés, on était tous les deux, il y a 10 ans, on était un tout petit peu plus jeunes. Et donc on prend le salon tous les deux, porte de Versailles, on n'avait pas beaucoup dormi. C'était notre premier salon. Premier salon, on sait savait même pas pas ce que à quoi ça c'est. ressemblait. Moi, je sais même pas ce que c'était qu'un Monoprix, quoi. Tu vois, Carrefour, Franprix, Ouais. je savais pas trop. T'avais quoi, genre 6 mètres carrés Ouais, t'avais un quoi salon, exactement, tu vois, ouais. t'avais Ouais, t'avais deux pans de mur, on avait tapissé ça Et comme d'habitude, les cagettes. On a repris des cagettes partout. Son père, il nous avait livré une tonne de fruits et légumes. On t'avait fait un Il y en bordel avait pas plein là, possible. j'étais au salon du Made in France il y a quelques mois, il y en avait plein des cagettes partout. Bah, à l'époque, il n'y en avait pas. T'avais Rungis, t'avais un restaurant sur un stand où tout le monde avait blanc, stand blanc, un Mm. peu en mode commercial, un peu classique, tu vois. Mm. Puis- Avec les kakémonos. Tu les vois, trucs donc- Vous êtes différenciés. En Et fait. nous, en fait, mais sans trop faire gaffe, tu vois, on s'est pas dit on va foutre le bordel. Donc, bon, il se trouve que on arrive tous les deux, on dort pas beaucoup, on anime le stand, on fout le bordel. Tu vois, jusqu'à ce qu'il y a un acheteur qui vient nous voir, mais hyper discrètement, parce que c'était un peu un gros mot. Il dit bonjour, je peux vous déranger? Toi, avec ton tact habituel, Moi, tu lui réponds. Je dis qu'est-ce que tu veux? Enfin, vas-y, Ouais. parle-moi. Il dit voilà, je suis acheteur chez Monoprix. Ah bah très bien, asseyez-vous. Je peux m'asseoir? Bah bien sûr, allez, installez-vous, on va parler. Qu'est-ce que vous voulez? Bah écoutez, vous êtes une star, je te jure, il nous sort un papier. On était sur un papier. L'écran de son ordi. L'écran de son ordi, voilà, regardez mon mail. Vous êtes sur ma to-do list des marques qu'il faut que je visite sur le stand. Est-ce qu'on peut se parler? Bah j'y vais, assieds-toi. Et puis de là, Ouais. je vais pas te faire toutes les étapes, on s'en fout. Mais de un an après Colette, après 2-3 petits ajustements, tu vois, des trucs, on s'est retrouvé dans une centaine de Monoprix. Mm. 2 ans après. Un Pile an poil. Le temps de signer. Et, donc, on s'est collé, tu vois. Colette, on savait pas trop. Monoprix, on dit, mais bien sûr, on est des spécialistes de l'épicerie fine. Regardez, on a un stand et tout Ouais, ça, ouais. machin. J'ai le bleu de travail, tu vois. Attendez, on est hyper professionnel. Les produits sont qualité et tout. Et donc, on lance chez Monoprix dans 100 points de vente. Et alors, à ce moment-là, vous êtes à combien de pots? Comment vous répartissez? Vous avez une plus grande cuisine? Vous pouvez produire plus pour Alors, faire des pots? Non, C'est non, quoi les là, à volumes partir ce de là, on est moment-là, obligé de quoi? sous-traiter. Ouais. Donc là, on trouve moment-là, un artisan dans le sud de la France. Mm. Moi, je fais les recettes au resto. J'envoie des Ok. bocaux de 2 kilos. Le mec les retraite de manière industrielle Ok. pour arriver justement à équilibrer les recettes, etc. Toujours bosser. L'approche, c'est tout se passe avant tout dans une cuisine Mm. et ensuite ça passe sur de l'industrie. C'est pas de l'industrie qui génère du produit. Oui. C'est la diff chez nous. Donc, on trouve notre petit mec en Provence qui nous fait nos premiers petits pots, mais on était complètement. Enfin, c'est Olivier et moi qui nous sommes dit on va faire de l'épicerie fine. Derrière, il y a le mec de Monoprix. Ok, on va faire de la GMS. On arrive avec un pot qui est trop gros, trop cher parce que chez Colette, donc prestige, etc. On recadre le truc, on passe en 80 grammes avec une petite capsule blanche. Bref, il y a déjà une première réorientation où on comprend qu'on est un peu décorrélé par rapport au modèle Ouais. grande distribution. Mais c'est des métiers qu'on apprend de A à Z.
pour le coup, on découvre. Mais t'apprends par l'expérience. Ah ouais. Et puis c'était pas, si tu veux, c'est pas un plan qui était écrit. oui, c'était. Tu vois, c'est pas genre on a fait une école de commerce, voilà, on va faire un truc qui s'appelle Ennispoir, on va arriver chez Mhm. Monoprix. C'est arrivé. Mais je pense, après coup, que c'est aussi pour ça que ça a marché. Mhm. Tu vois, c'est que Colette, elle a trouvé ça super, la grande épicerie super, Monoprix super. Ils auraient vu. Oui, parce que si ça avait été un concept peut-être Ah oui. écrit, ça aurait peut-être sonné un peu moins Bah, Et puis Sarah, là, elle serait pas venue au naturel, resto. quoi. Et là, Ouais, ce, tout que, ce, simplement. que, ce que Monoprix, et ce qu'on pense, et ce qu'on ressent, ce que nos clients nous disent, ce qu'ils achètent, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est pas des pots, en fait. Mm. Ils achètent pas des pots. Et nous, ce qu'on vend, c'est pas tellement des pots. Ok, c'est un Mm. pot, mais c'est pas ça qu'on vend. Mm. Et depuis le début, parce qu'on a fait ce resto, parce qu'on a fait beaucoup de trucs avant d'arriver à ça, on pense que c'est ça qui a fait que ça. Enfin, tu vois, ça a fonctionné, qu'il y a eu de l'empathie sur la marque, sur le Mhm. nom, sur les produits, sur nous deux, de voir Parce que- deux mecs qui sont restaurateurs, qui vont devenir un peu épiciers. Tu vois, c'était un modèle un peu chelou. Et je pense que, tu vois, ça a créé aussi une espèce de différenciation, rupture ou je sais pas quoi, pour qu'ils nous disent, bah, en fait, ça nous intéresse. Et parce que là, quand tu arrives avec Monoprix, Mm. dire Monoprix, tu as, j'imagine, un contrat ou quand tu es référencé, tu dois t'engager sur des quantités, sur une qualité, sur des délais de livraison. Enfin, je veux dire, là, après, vous rentrez dans un autre game quelque part. Alors oui, mais on n'apprécie pas du tout le game à la valeur du game de la grande distribution. C'est-à-dire que nous, en fait, on a cette opportunité qui arrive sur le salon là, dont on parlait. On se dit, OK, go, on va lancer nos petits produits là-bas. Mais en vrai, nous, notre métier à la base, c'est restaurateur. On a Mhm. notre resto qui tourne. Ouais. On est en train d'en ouvrir un deuxième. On a des projets à droite à gauche sur la restauration. Donc en vrai, on passe un petit peu de temps sur l'épicerie, mais c'est pas le focus principal du Mhm. tout. Donc, en vrai de vrai, ce qui est bien, c'est que la marque a fonctionné chez Monoprix. Donc, l'année d'après, ils nous ont dit, bon, bah, ça a marché, on va vous mettre une deuxième ligne. Mhm. On était super contents, mais entre-temps, on bossait toujours à côté sur les restos, sur les ouvertures, sur les trucs. L'année d'après, bon, bah, ça a marché, donc on vous sort de ce petit rayon et on vous bascule sur, je sais plus combien de magasins, 200 magasins, je crois. Assez vite, on arrivait à 200, tu vois, on arrivait full park à 200, 215, 220 Monoprix. Mais c'est toujours pareil, on n'est pas Mhm. du tout staffé. Et alors, donc, qui est la boîte créée par Armando, son père. Et alors, notre ligne, elle est pas produit de grande distribution, elle n'est pas structurée pour faire de la grande distribution. Mmh. Et alors, c'est une boîte qui fait restaurant Les Niçois numéro 1, restaurant numéro 2, événementiel et un peu d'épicerie, Mhm. qui est presque toujours un segment goodies. Donc en gros, on arrive en 2019, on est 50 au temps fort au temps fort des saisons, parce qu'on fait des événements pour 1664, des trucs gigantesques, on vraiment pilote des 40, 50, 60 mecs pendant 2-3 semaines, plus on a 1, 2, 3, 4 établissements qui tournent. On est une boîte de la restauration et de l'événementiel, Mhm. avec une toute petite jambette épicerie fine. Alors, c'est intéressant parce que là, tu parles de holding, de construction, différentes activités. Donc, vous avez différentes verticales. Tu me fais une transition parfaite pour la deuxième partie, qui est comment vous avez fait pour lancer plusieurs marques, pour vous organiser aussi autour de tout ça. Parce que, comme tu dis, on passer dans une autre dimension. Vous, à la base, c'est plutôt la restauration qui vous intéresse. Ouais. Et pour autant, on ne peut pas mettre de côté, quand on a des contrats avec Monoprix ou 200 Monoprix, bon, tu ne peux pas mettre de côté ça, il faut structurer. Et ça nous plaît. Ça vous plaît, vous avez d'autres idées en plus. Ouais. Voilà, comment vous gérez ça? Est-ce qu'à un moment donné, vous prenez quelqu'un qui vient faire une activité en particulier? Est-ce que non, c'est vous gérez à deux têtes l'ensemble des activités? Voilà, comment vous organisez? Est-ce que autre question, est-ce que vous basez sur les forces de chacun ou est-ce qu'au contraire, vous dites, bon, bah ok, on a identifié que toi, t'es plus ça, toi, t'es plus ça, mais il faudrait que l'autre soit un peu plus comme ci ou comme ça pour aider? Alors, on a fait. C'est une excellente question, monsieur. Bravo. Eh bien, merci beaucoup, j'ai travaillé depuis longtemps. Prends une petite cacahuète, tiens. Allez, C'est une Prends-toi va. une petite on a le cacahuète. droit? Ouais, vas-y, vas-y. C'est 2019 où on commence un peu à se découper, c'est-à-dire Luc gère plus le resto, le staff, les RH et tout, et moi un peu plus l'épicerie. D'accord. C'est à ce moment-là aussi où il y a. C'est une marque que je connais pas mal. Non, merci. C'est à ce moment-là où on rentre aussi chez Carrefour. Tu vois, on avait les Monoprix, on a gardé tous nos comptes clients, tous les clients historiques, et Carrefour commence à nous passer des commandes. C'est à ce moment-là où on se dit, ok, en fait, il va falloir peut-être vraiment penser à s'organiser parce que on a des commandes régulières, il faut aller dans les magasins. Enfin, tu vois, on commence à structurer un peu cette verticale, on va dire.
on débauche quelqu'un de chez Fauchon qui devient un peu la directrice commerciale un peu de l'entité épicerie. C'est là où on rentre chez Carrefour, on commence à se staffer un peu. Oui, mais donc vous staffez. Donc voilà, on commence C'est à pas juste organiser vous un deux, peu. derrière, Ouais, il y a une équipe. Non, bien entendu. on commence Ouais. à un peu organiser la partie épicerie. On prend un mec qui était chez Ferrero, Antoine, qui visitait tous les magasins pour Ferrero. On l'embauche sur les Niçois. Et on dit, bah maintenant, à toi de jouer sur les Niçois et commence à visiter tous les magasins, machin. Donc on commence à structurer un peu ce business. Et comment ces profils, je t'interromps, mais Ouais. comment ces profils vous allez les chercher? Parce que derrière, il y a aussi un coût. Enfin, il y a un salaire, c'est des gens qui ont des expériences. Enfin, là, vous parlez de Ferrero, Fauchon, c'est Ouais. des gens qui avaient des Ils, beaux postes. ils étaient très jeunes. Hein. Enfin, Ok. on était jeunes, ils étaient jeunes autant que nous. Sur les recrutements, Héloïse, qui était sur la partie compte clé à l'époque, c'était une amie donc, qui nous a rejoint, qui a quitté Fauchon et qui est rentrée avec nous et qui était très axée épicerie fine. Et Antoine, pour le coup, à l'époque, on avait donc une DRH. Parce que quand tu as 5 bouclards en restauration, Il c'est faut beaucoup de gérer, turnover, exactement, donc c'est les beaucoup de serveurs et recrutement. autres, hein. Donc elle, derrière, elle a cherché Antoine, qu'elle a trouvé de chez Ferrero et qui nous a rejoints. Et parce que il y avait quand même un peu, un peu dans le contexte, mais il y avait quand même une petite fame, un truc un peu cool sur les Mhm. Niçois. Ouais. Et Qui pareil, attirait, qui donc, attirait aussi un mhm. peu, tu vois. Donc il y avait une espèce de recrutement un peu, pas malgré nous, tu vois, mais parce que ça arrivait un peu. Ah putain, j'ai vu les Niçois. Le mec de Ferrero, il voyait un truc les Niçois. Enfin, tu vois, Ouais, ce qu'on avait fait un peu sur le resto, on commençait à le faire sur l'épicerie. Donc ça intriguait. Donc on avait un peu d'entrant. Donc entre Héloïse, qui connaissait ce business, Antoine, qui connaissait ce business, on a commencé un peu à structurer l'équipe. À ce moment-là, on a eu Carrefour qui est rentré dans la boucle. Toi qui se concentrais. Moi qui passais commençais à beaucoup plus de être, temps tu vois, là-dessus. genre plus au bar, mais concentré un peu sur l'épicerie. Donc ça dégageait aussi un peu une énergie un peu, tu vois, différente, positive, machin, tout ça. Donc on commence à rentrer chez Carrefour et tout ça. Jusqu'au... Attends, je vais te dire, c'est une date importante. C'est connu, hein, c'est la date du Covid. Bah, c'est Ouais, du 18 2020. mars. 18 mars 2020. Ouais. Là, changement d'ambiance. Bah oui. 18 mars, Et là, le lieu, bon, vous fermez les portes. Là, on a 5 lieux à l'époque. le Cinq lieu, lieux. les lieux, machin, confinement total. Donc, La planète à l'arrêt. est à l'arrêt, tout est Mhm. bouclé, tout est fermé, sauf il faut manger, sauf la grande distribution. Ok. Donc, heureusement que vous avez eu la grande distrie avant. Donc nous, on se retrouve avec des produits en grande distribution. Personne ne ferme. Donc le seul chiffre d'affaires, on s'appelait parce qu'on était on était un peu En séparés. confinement. Tout le monde était en confinement. On s'appelle, on regardait les chiffres. Bon, les Niçois, le restaurant, 0. Les Niçois, l'épicerie, 2, 4, 6. Enfin, tu vois, je sais. Donc ça continuait à faire de la croissance, un peu malgré nous, sur un réseau qui était pas fermé, en fait. Et de là, ça a duré 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc les affaires, on s'est dit, en fait, on va définitivement pivoter notre business. On va, en plus de ça, il y a quand même vie familiale, enfants, trucs, machin, tu vois. Donc, et puis, l'idée aussi de changer un peu de vie, tu vois, de plus être restaurateur. C'était, tu vois, c'est cool, hein, mais de changer aussi un peu de modèle perso. C'est aussi la vie en à décalé, deux, tu sais. La restauration. Associé, tu vois, Ouais. et se dire, enfin, tu vois, de se dire, ok, à deux sur un truc, on est plus efficace que seul et en étant séparés. Et en fait, on va se concentrer à deux sur l'épicerie. Ok. Et c'est dans comme les ça restos- que... Dans les restos, après, comment vous avez fait? Là, on a tout fermé. Mais après, quand ça a rouvert, vous êtes revenu après dans les On a restos? Vous avez tout mis les fermé. équipes? Fermé. On a fermé fermé, l'intégralité de nos vendu. restos, sauf le premier, l'historique, les Niçois du 11e, qu'on a gardé, mais qu'on a laissé fermer pendant 2 ans. D'accord. On Vous avait- n'aviez pas fait la vente à emporter? Parce que tout ça, c'était possible. On n'avait pas fait de vente à emporter parce que nous, justement, le truc, c'est encore le une lieu, fois, quoi. c'est le moment. Quoi. L'expérience, bah, en fait, Exactement. Créer un moment, tu vois. Donc, Mhm. quand on nous a dit, tu avais plein de sujets à la télé, le restaurateur qui vient pour faire des ventes à emporter avec sa barquette, Oui. j'ai dit, en fait, c'est la dépression. Pas quoi. vous, quoi. Ça, Ouais, c'est c'est pas- impossible Non, de nous, faire en ça. plus, en on fait, le fait déjà, mais dans les magasins presque. Mhm. tu vois. Donc, on s'est dit, impossible de faire ça. Donc, on a, post-Covid, fermé, vendu, sorti tous les restaurants. Et on a gardé les Niçois 11e. Et on s'est dit, vas-y, en fait, on va se concentrer notre énergie sur la partie épicerie. D'accord. C'est comme ça qu'on a changé de modèle. Ok, donc c'est finalement le Covid qui a été ce déclencheur qui vous a fait passer, pour revenir du coup sur la deuxième partie de l'épisode, sur ce côté développer plusieurs marques, distribuées à Monoprix ou ailleurs,
Et aussi, finalement, lancer avec José Garcia cette nouvelle marque et idée. C'est un poil plus complet. En gros, Covid arrive. On prend rapidement la décision de changer de rythme. On savait pas combien de temps ça allait durer, faut s'en rappeler aussi. Oui, parce qu'à ce moment-là, c'est fermé, mais il n'y a pas de date. Ouais, oui, il y a exactement. pas de date. Donc on prend rapidement la décision quand même de réorienter sur l'épicerie. L'épicerie. Lui, il était quand même pas mal structuré avec l'équipe à l'époque. Donc c'est vrai que moi, mes inputs, à part faire des produits sur la partie épicerie, j'avais pas tant de boulot que ça. Donc je me mets à écrire le livre Les Niçois avec Flammarion. Celui-là. Voilà, exactement. Bonne les cacahuètes. Oui, très bonne. Merci. Merci, monsieur. Donc on fait le bouquin, ça me prend pas mal de temps. Ça, c'est tes recettes. C'est les recettes de la famille, des potes, des amis qui sont à l'intérieur du bouquin d'ailleurs, tous. Enfin bref, il y a ma grand-mère, il y a tout le monde. Il y a même Armando, Mamie son Fafa. papa, et tout le monde. Ouais, exactement. Mamie Fafa. Bah, tiens, regarde la page d'avant si tu veux, tu vas voir ça. Ma grand-mère, enfin bref. Voilà, donc il y a tous les gens importants. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. C'est mon grand-père qui faisait les trucs en fer forgé. Bref, tu vois l'histoire. Et en gros, au moment de la sortie de ce livre, On se retrouve chez Flammarion. voilà, pour la session, tu sais, On a une trentaine de livres. Alors, tu dis j'écris le livre, mais entre écrire le livre et trouver un éditeur, le faire publier. Non, ça a été etc., comment ça, s'est c'est passé Kini qui a appelé Flammarion. Il leur a dit on a une super idée, c'est les Niçois, ça s'appelle Le Sud, c'est mieux. Ah ouais, Mais super. tu connaissais déjà, c'était du réseau ou... Non, alors moi, je suis Il est doué au téléphone. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on te le raconte, tu dis que la vie est facile. Même si tu vois, on rentre Carrefour, Ouais, donc c'est simple comme ça. on veut faire un livre, on appelle Flammarion, Voilà. on rentre chez Colette. Tu vois, la vie est belle. Bon, ça nécessite quand même 2-3 petits... Justement. je sais pas comment dire, tu vois, mais disons que quand on a une idée, tu vois, j'aime bien la tenir, et si c'est pas tant que c'est pas fait, ça me pose des problèmes. Ok. Donc là, on s'est dit, vas-y, on va faire Donc, pendant le t'as saoulé confinement. les éditeurs. Non, mais T'es allé chercher. tu vois, on essaie de trouver les bons arguments Hmm. pour faire la bonne vente, pour que tout le monde soit content. Et donc pendant le confinement, donc on se dit ok, on pivote. On n'a pas grand chose à foutre. On se dit ok, on va écrire le livre, la Bible des Niçois. Donc c'est ce qu'on présente à Flammarion. Bref, on sort le livre, machin, on se retrouve chez Flammarion. Quand même pas déconnant, tu vois. Donc on se retrouve chez Flammarion et on envoie 30 livres. Tu sais, on envoie 30 livres aux copains, à la presse. Des exemplaires machin, presse des dédicacés, exemplaires. je sais pas trop quoi. Et on se retrouve là-bas et on est dans le petit bureau avec Luc, pièce comme ça. Et il nous reste un livre. L'histoire elle est vraie. Il nous reste un livre. Ça va paraître faux, mais tout est vrai. Mais c'est vrai. ok. Tout est vrai. Il nous reste un Je livre. vais vous dire comment ça sonne, vas-y. Il nous reste un livre. Je sais pas d'où ça m'est venu. Donc c'est moi qui écris sur les livres. Oui, c'est parce que moi je sais pas écrire. Lui, il écrit mal. Donc il nous reste un livre. Il me dit bon, à qui on envoie, Ben, je dis un peu. Je dis, attends, j'ai peut-être une idée. On envoie une bouteille à la mer, tu vois. Et je regarde sur le truc, je regarde Wikipédia. Je dis, attends, il est né à Nice. Il s'appelle La Charrière. Notre resto, les Niçois rue La Charrière. On lui fait un petit mot, je sais plus ce qu'on a écrit. Cher Marc, je l'ai Bon, c'est par comme cœur. ça. Très cher Marc, nous avons 2 points communs. Nous sommes tous les deux niçois et un affect très particulier avec le nom La Charrière. Toi, c'est ton nom. Nous, c'est la rue de notre premier restaurant. Voici mon numéro. J'écris mon numéro. Au plaisir de te rencontrer, Luc. Et donc, c'était Marc Ladré de La Charrière. Mais sans aucune arrière-pensée, mais rien. Aucune. Juste faire plaisir. Créer un moment, tu vois. Genre, on veut créer un moment. Sachant que le livre, on l'envoie quand même Vous n'êtes dans pas un... aller chercher n'importe qui, parce que si vous pouvez expliquer pour les auditeurs et auditrices son activité. Alors, c'est un jeune homme de 80 ans, tu vois. Ouais. C'est pas le jeune influenceur, start-upper, je sais Oui. pas quoi. Et c'est quand même Un track record plutôt quand sympa. même qui est important quand même dans le business, Très qui a bon. créé Finch, qui a revendu Oui. Finch, qui a pas mal de sociétés, qui a la tête de son, je sais pas, empire ou machin, qui est seul à 100%. Tu vois, qui a une vision un peu de Un l'indépendance. groupe avec de multiples activités. Voilà. pas Un mal pied dans les la médias. musique, du digital, Ouais. etc., etc. Et moi, c'est un nom dont j'avais entendu parler à l'époque dans la musique. Tu vois, Mm. parce qu'il était, via ses différentes sociétés, producteur d'artistes Mm. de tournée. Donc c'est un nom que j'avais en tête. Et on envoie ce livre dans un joli coffret avec tous les produits Lénissant en disant voilà, avec le 06, on envoie une bouteille de la mer. Nous, c'est genre, on est total, on oublie le truc et tout. Bon, 2 semaines après, je reçois un coup de fil. Non, un SMS.
Cher Luc, avec plaisir pour vous rencontrer. Quelle est l'adresse de votre restaurant? Enfin, non, on se rejoint quand à votre restaurant, Monsieur Lacharrière. Pour moi, et votre histoire m'intéresse, voyons-nous. Donc, Tu vois, c'est sympa quand même. on prépare notre petit restaurant. Et on arrive, et puis là, il y a un monsieur qui arrive avec son petit chien, Trop sympa. sa Genre bagnole, trop sympa. Genre qui tonton, arrive quoi. et qui vient nous voir. Nous, on est assis dehors sur la terrasse, qui nous regarde. Il se dit, mais qu'est-ce que vous me voulez? Et on lui répond, bah rien du tout. On s'est dit que c'était marrant de vous rencontrer. Rien. Rien. Et donc là, on s'assoit. Je sais même pas s'il était venu rue Lacharrière. Ouais. Tu vois, On se prend. il se sent à la maison, évidemment. C'est ça. Il prend une salade niçoise. Il est à la cool. On discute, on rigole. On lui raconte notre vie. Nous, à un moment, on était en sortie de Covid, donc Vous c'était avez juste été vous, en fait. exactement 100%. Là, pour le coup, là, c'était du grand nous. Parce que tu Rencontrer peux Marc dire- Adré de la Charrière sans savoir ce qu'on veut Ouais, lui parce demander. que, ouais, c'est ce que j'allais dire là. T'as cette occasion que beaucoup de gens attendent ou aimeraient avoir. Vous, il arrive et... Non, Bah, juste. Il est au resto, donc on mange une salade niçoise. Qu'il adore. Qu'il adore, qu'il trouve super. Il nous en demande une à emporter pour ramener à sa femme le soir, trop sympa, quoi. Et là, donc, il nous dit qu'est-ce que vous me voulez, etc. On lui raconte juste nous ce qu'on fait avec les Niçois. Donc, on a commencé un peu de resto, que maintenant on fait des produits. Il nous dit ok, c'est bien. Et nous, là, on sortait de Covid, donc on avait quand même craché toute une partie restauration. Ouais. On s'était pas payé pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, Ouais, un truc Ouais, comme quand ça. tu dis Ça, vous c'est avez vrai, quand vendu même, les hein. restos, mais vous avez vendu les restos, mais vous avez. Ah, on fait a du cash déposé ou des non, bilans. vous avez perdu, Non, on a perdu de l'argent, on a déposé des Mm. bilans. Ça a été une période qui a été hyper dure. Et là, heureusement, l'association, je le remets, je te le dirai qu'une seule fois dans la vie, mais l'association, c'est important parce que quand on a un qui flanche, il y a toujours l'autre pour le Il y a remonter un l'autre pour peu. l'aider, mais- J'ai plus flanché que lui, mais il a été là. On arrive à ce moment-là où on est en train de rencontrer un peu des fonds d'investissement. On a commencé un peu à faire ce jeu-là parce que on est forcé de lever des fonds pour développer Pour l'épicerie. l'épicerie. Ouais. C'est ça. Parce qu'on avait, on avait compris qu'il fallait vraiment pivoter. Pivoter, ouais. Et pour Mm. pivoter, pour avoir un dossier un peu sérieux et crédible, il fallait tout liquider, garder un spot, les Niçois, et se concentrer sur un modèle d'épicerie. Voilà. Exactement. Donc ça, dans aller chercher des fonds Dans pour cette passer à vision-là, l'étape on s'est dit, bah, ok, on va être un peu moins, entre Mm. guillemets, un peu moins bordélique, et tu vois, Mm. on clean les restos avec, ok, on fait l'épicerie, et en plus, ça marche un peu. d'après. Donc on était en train de faire le tour un peu, tu vois, des investisseurs et tout. Déprimant par ailleurs. Mais Ouais, pas Et une donc- bonne expérience pour vous. Pas Ouais, du un tout. peu relou, Enfin, quoi. c'est Enfin, pas pas notre de- univers. Oui, parce que après c'est plus formel et c'est sur des chiffres, c'est Voilà, c'est ça. peut-être moins. Bref, c'était moins humain. Mm. C'était, nous, on aime Donc, les trucs vivants. Là, c'était pas vivant. Et on était en train d'avancer plus ou moins avec un deal qui était pas un bon deal. On n'était pas très à l'aise, ni Olivier ni moi, avec ce truc-là. Mais on se disait pourquoi pas, ça peut nous aider à développer l'épicerie. Hein. Et on raconte ça à Marc, qui est à table au resto avec sa salade niçoise et son petit chien. Et qui nous dit Vous allez casser j'y le crois pas. les mecs, Il nous dit, les votre gars, truc, faut le dire, je le sens pas. vous allez lui poser 2-3 questions à lui. Si vous voyez que ça tortille un peu du cul, vous lui dites, Ouais, vous lui c'est dites non. Donc, c'est ce qu'on fait. On fait capoter ce truc-là. Et Et- là, on arrive. On fait capoter et on attend, on donne pas de nouvelles à Marc. et On tout donne ça. plus de nouvelles. Et là, on arrive au mois de mai. Attends, en attendant, enfin pendant ce temps-là, pendant l'été, c'est là qu'on lance ça. C'est ça. Le fameux José Garcia. Deuxième confinement. Oui. Deuxième carrière. Deuxième Voilà. confinement. Deuxième confinement. J'ai un de mes potes, un de mes amis qui s'appelle Gabriel Gauthier, qui m'appelle. On était à Arles en confinement à côté, qui m'appelle et qui me dit putain, j'ai une idée chambée. C'est le Rosé Garcia, mais je trouve personne de mobile, qui pourrait jouer un peu avec la marque, qui pourrait faire vivre le truc avec José, etc. Les autres domaines, c'est des cons, ils sont chiants, je sais pas trop quoi. Est-ce que tu serais capable, toi, de faire un truc? Ouais. Nous, ça va, moi j'ai été biberonné à José Garcia quand j'étais gamin, tu vois, ouais, sur les les plateaux, vidéos, les etc. as tous Enfin, vus, ouais, voilà. Donc, Donc, l'occasion de peut-être de créer un moment sympathique autour du vin. Tiens, Ah là, t'y je vas, pense quoi. qu'on peut rigoler là. Ah, c'est clair. Donc il me dit bah écoute, si tu te sens, je t'organise un visio avec José. Donc on est en Confinement, bien sûr. confinement, et mon pote Gabriel qui veut faire un appel, un visio, et donc je me retrouve en visio avec José Garcia et mon pote Gabriel qui nous fait l'intro, et José qui nous dit ah bah la vanne on me l'a faite 10 fois, mais
quelqu'un avec les couilles de le lancer. Ouais, on n'a pas eu. Il n'y en a pas eu encore. C'est étonnant d'ailleurs. Voilà, donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à Arles. Moi, je suis allé voir les gens avec qui on faisait déjà le rosé de pétanque à l'époque, qui sont des gens du domaine de Montfrein, château de Montfrein, à Costières de Nîmes, donc juste à côté, c'est des voisins. Ils travaillent qu'en bio, ils travaillent hyper bien, ils font que du rosé, de l'huile d'olive, bref, c'est des gens chambés. Et je l'appelle et je lui dis voilà, je vais lancer avec José Garcia le rosé Garcia. Attention, on est au mois de juin. Il me faut un bête de jus frais, envoie-moi 3-4 assemblages cool que tu peux me faire, etc. Je les fais goûter, je vais chez José, je les fais goûter, et si ça marche, on lance, on fait 5000 bouteilles pour rigoler, quoi. Donc, il me donne ça, je prends le train, je me fais comment ça s'appelle là, les dérogations, tu sais qu'il fallait pour faire le train, là. Je me fais une dérogation là, sur mon petit iPad, etc. de déplacement. Je prends, j'ai mes 4 bouteilles, je prends le train, je monte à Paris, je vais chez José Garcia dans le 16e. Tu prends des produits niçois pour dire on est quand même toujours dans le moment. Quand même, exactement. José me reçoit, j'ai rarement autant ri que la première fois que je l'ai rencontré. En vrai, le mec est trop sympa. Enfin, tu vois, il t'accueille à bras ouverts, etc. Je débouche les bouteilles, on goûte le truc. Putain, mais c'est chambé. En plus, tu me dis qu'il est bio, blablabla. Donc, ça rigole. Je dis, ok, bon, bah, si on est d'accord, ben, on va organiser encore un autre moment de lancement où on prend un petit vélo cargo, là. José, on loue 30 Vélib. On part du resto et on va, c'est quoi, c'est Place des Victoires, ça ? On fait une espèce de un road trip dans Paris. Road trip à vélo dans Paris avec José. Des bouteilles de rosé partout et il s'arrête de partout pour faire goûter aux gens, etc. Enfin bref. On presse 5000 bouteilles. Ouais. On est complètement en dehors de la saison du rosé. Parce que là, du coup, on est quand c'est-à-dire là, que là, fin juillet. en gros, quand tu es à peu près normal, le rosé, tu prépares en octobre et puis tu le lances en avril. Oui. Tu vois, là, on est mi-juin. On n'a pas d'étiquette. Gabriel, il nous sort un truc. On signe un contrat, on se met d'accord avec José et on fait le lancement. Mais quand même, en un mois et demi, vous réussissez à le convaincre, signer un contrat. Ouais, non, encore une fois, on va vite. Enfin, on va vite. Non, c'est aller vite, mais c'est aussi, tu sais, il y a un moment où il y a des rencontres aussi. Et puis quand l'opportunité elle est là, il faut avoir l'énergie, le temps, enfin il faut le faire maintenant, quoi. C'est ça, mais tu vois, quand on fait cette journée de lancement, José, le mec est incroyable, quand on fait la journée de lancement, ça commence à 14h, on est au resto, les mariachis, le bordel, ça rigole, etc. Ça picole un petit peu, tu vois, quand même, bref, on goûte le nouveau rosé, etc. Balade en vélo, on finit, il est 22h30, un truc comme ça, donc on n'a pas arrêté de la journée, tout le monde est rincé, je rentre chez moi, 23h30, je reçois un coup de fil de José, je me dis merde, putain, il y a un problème. Le mec il m'appelle pour me dire merci, vous avez été incroyable, qui est trop sympa. Donc il y a un moment où l'énergie, quand on te la rend comme ça, bah, t'as juste envie d'aller encore plus vite et encore plus fort et d'accompagner les gens aussi fort qu'ils t'ont accompagné, c'est génial. Alors vous avez dit, on a pris des bouteilles, on est dans la rue faire goûter. Alors, moi, avec mon agence, on a fait des OP de street marketing où on a fait découvrir des boissons, des choses comme ça. 18h, on a encore rien mangé. Ouais, il est bientôt 18h. Il est 18h, merde. Oui, alors c'est vrai que pour tous ceux qui nous écoutent, on enregistre, il est presque l'heure de l'apéro. Au boulot, excusez-moi. Peut-être baisser un peu le micro. Et ouais, comment vous faites à ce moment-là ? Parce qu'il faut des autorisations, il faut des choses. On ne demande rien. Ouais. Alors, là, on prend des Vélib, ce qu'on t'a dit. Hein. Là, on ne demande rien à personne. On met 50 bouteilles sur le Vélib et tout ça, et on traverse tout pareil comme ça. Ce qui rend le truc vachement sympathique. On se fait une petite vidéo, on fait le lancement, on met 5000 bouteilles, on en presse 5000 en disant si on en vend 2000, on est les rois du monde et on aura pour le mariage. Ouais. On fout ça sur internet, sur le site deniswa.com, parce qu'on n'avait évidemment aucun client qui pouvait en acheter, normal, parce qu'il faut référencer 8 ans à l'avance, tu vois. Et on met ça sur le site internet, la vidéo est postée, et là, bip, commande. Et on écoule 5000 bouteilles, allez, je sais pas, en 48 heures. Ouais, 48 heures. 48 heures. Ouais. Après, on s'est dit, bon, on va en represser 5000, c'est quand même sympa, on va voir. 48 heures. J'exagère un peu, mais tu vois, c'est un peu le truc, quoi. Non, mais c'est ça, en gros, en un mois, on a fait 15 000 bouteilles. 15 000 bouteilles. La première année. Sur le mois de septembre. D'accord. Donc là, en plus, on commence à sympathiser avec José, qui est aujourd'hui un peu genre un peu le parrain, tu vois, un peu le paradis niçois. En plus, il est tellement cool, ça marche tellement avec l'apéro, les niçois et tout ça, c'est tellement parfait. Le meilleur ambassadeur. Et puis en plus, je te dis, le mec, vraiment, on a un affect très particulier pour lui parce qu'il est pareil, quand il est avec nous, il bosse plus que nous, quoi. Pareil, c'est un mec qui est incroyable. Donc on est très 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 heureux. Et lui aussi, je crois, tu vois, ça le fait marrer.
c'est des moments cool. On ouvre, on fait un lancement où il ramène tous ses potes au resto aussi. Ouais. Donc c'est des beaux moments. Pareil, les gens ils viennent, ça rigole. On fait ça 1 fois par an pour le lancement, 2 fois par an, tu vois. Et donc, Donc là, bah, chaque fois au mois d'avril ou. Alors là, ça sera là 17 mars. 17 mars. On va faire le lancement de la QV 2023. Lieu de tenue secret pour le moment. Et on va faire. Bon, l'idée, c'est de remettre un peu le bordel pour la QV, quoi. À consommer avec modération, bien sûr, Julien. Ouais, évidemment. Toujours. Hein, parle on va d'alcool, mettre un mais, petit bandeau, hein. l'abus d'alcool On va mettre est un petit bandeau en bas, mais dangereux pour la santé. à voilà, consommer avec exactement. modération. Qu'est-ce que Exactement. tu nous prépares d'ailleurs? alors, un guacamole, là, pour aller avec. Comme ça, on va faire goûter les petits produits ici. Avec les- Exactement. Et après, on va cuisiner un petit peu plus. Mais Alors justement, on n'a pas parlé de cette marque. On a parlé des Niçois, on a parlé Voilà. du Rosé Garcia, celle-ci. bah, en fait, on va Comment vient revenir. l'idée, ça, On c'est- va revenir à Marc. Ok, Parce Marc. que on lance ce fameux Rosé Garcia. Mhm. Et en novembre, arrive l'anniversaire de Marc. On lui envoie une bouteille dédicacée par José. Ouais, Le mec génial. est trop sympa, donc on... il savait même pas qui était José, mais il trouvait ça sympa quand même. Ouais, alors tu perds un peu du charme du truc. Tu perds la blague. Ouais, ouais, Mais tu vois là, attention, C'est vrai, c'est j'avoue. ton anniversaire. Il reçoit une bouteille. Ah, c'est super ça. Merci les Niçois. Mais José, mais. Et il dit venez me voir en septembre au bureau à la rentrée. Et, tu vois, on fait un C'est petit ça. état des lieux, quoi. il nous dit venez me voir au bureau. Et là, Et là, on était un peu stressé. Autant le premier déjeuner, Voilà. la première salade niçoise. on savait pas quoi lui dire. Là, autant Ouais. en septembre, on avait quand même à peu près les idées claires. On savait, pour parler de Rara, qu'on avait l'envie et on sentait, tu vois, l'intuition que le rayon Tex-Mex mexicain chez nos clients, parce qu'on commençait à être un peu plus professionnel, tu vois. On voyait que le rayon, en fait, à part il se passe pas grand-chose. Ouais. Donc on s'est dit, en fait, on va créer une marque mexicaine, toujours dans l'ADN moment, bordel, un peu sympatoche, tu vois, autour de l'apéro, qu'on avait déjà pitché à Monoprix, qui nous avait répondu, ça nous intéresse. Ok, vous aviez déjà un accord de principe. Ouais, on avait l'accord Ouais, qui ouais. disait, ok, lancement en avril pour la nouvelle marque de notre boîte. Donc, tu vois, qui s'appuie sur le storytelling. Puis on avait quand même un peu de confiance aussi maintenant avec nos clients. Donc, ils disaient, ok, ils ont réussi un petit coup avec les Niçois. On leur donne leur chance sur la marque mexicaine qu'on lance, enfin qu'on crée de zéro. Ouais. tu vois. Et donc, c'est tout ça qu'on a présenté à Marc. Qui était en gros c'était juste une version accélérée des 6 dernières années des Niçois passés. Mm. Parce qu'à la base, moi, j'avais très envie, j'en avais parlé à Olivier avant le Covid, de lancer des taquerias mexicaines à Paris. Traditionnelles, tu vois, pas du au tacos ou Parce du... que toi, tu l'avais vécu quand tu Ouais, étais au Mexique, exactement. t'avais vu, Exactement, donc j'avais ce truc de, justement, c'est encore un moment cool à partager avec des gens. T'as encore des grandes tables où tu bouffes des petites bouchées et tout le monde partage ses assiettes. Donc je lui avais dit, viens, on lance ça, etc. On avait commencé à bosser le truc, bon, Covid arrive, donc on n'y pense plus. Mais là, en fait, on se dit, ok, bah, on va pivoter l'histoire, on va faire une gamme de produits qu'on va distribuer en GD, notre nouveau métier. Et pour appuyer ce truc-là, eh ben, le resto qu'on n'a pas rouvert, qui est dans le 11e, on va le renommer, on va faire Hahaha Taqueria et on va faire déguster en fait, le parcours inverse du restaurant Les Niçois. Ah, donc vous avez bénéficié de cette expérience. Ça vous a aidé aussi à aller beaucoup plus vite sur cette marque-là. Exactement. Mm. Et donc de créer une marque qui repose l'expérience client sur un lieu. Hmm. Voilà. Ok. Marc nous a accompagnés, au final. Tu vois, donc il a cru au projet. On lui a présenté l'histoire de monter une espèce de food label Ouais. pour accélérer sur les Niçois, pour lancer Rarara. On a bien évidemment d'autres trucs en tête pour plus tard, mais il a cru, je pense, en nous, au projet. C'est pas non plus un philanthrope, en tout cas pas sur la partie un peu business. Donc il a senti, tu vois, qu'il y avait un potentiel. Donc il a investi chez nous. Il a investi Dans dans la notre, dans dans la- notre, dans Sur la holding. l'intégralité de nos activités. D'accord. Et évidemment, ça nous a un peu donné des ailes, un peu de cash. On a pu développer Rarara. Des portes aussi. Ça ouvre des portes, donc ça accélère, ça donne un peu la confiance. On se dit, ok, on a bien fait de dire non, on a bien fait de se prendre des galères pendant du temps. Maintenant, c'est posé, on était confiants sur le Niçois, on avait l'intuition sur Rarara. Et maintenant, tu vois, on a lancé Rara avec Monoprix en exclu en novembre-décembre D'accord. 2023, 2022. 22. Et cette année, on a réussi à quasiment la mettre sur 70% de tous nos clients les Niçois. D'accord. Parce que nos clients aussi, ils voient, Oui, et puis ils connaissent les Niçois, ils font confiance. On a déjà des chefs de secteur qui visitent les magasins. Donc tu vois, il y a une espèce de traction un peu
Bon alors, la vérité, c'est aussi que on a eu l'idée, bossé l'idée et vendu le projet à Marc en lui disant ok, bon, on a les Niçois, on fait cette réorientation. Maintenant, on lance Rahaha en appui la marque mexicaine, mais à partir du moment où il est rentré avec nous, là, on a pu structurer. Donc là, Oui, on a alors, pu recruter des profils. Voilà, il a apporté de la finance, du réseau, mais est-ce que vous avez aidé aussi à structurer ou organiser la boîte? Enfin voilà, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que vous lâchez une partie du capital aussi? Ouais. Donc à la base, je le disais en intro, c'est une histoire entre deux copains. C'est 3 copains maintenant. Ça devient, voilà. Une histoire à plus 3 que ça. copains, 4 copains avec José. Tu vois, on est 3-4 copains autour de la table maintenant. Tu vois. Donc comment vous gérez ça maintenant? Bah, là, ça nous a permis, avec 2 marques, plus de chiffres, de structurer. Donc avant, on avait pris chez Fauchon, chez Ferrero. Là, on a pris un vrai directeur marketing de chez General Mills, mais qui a fait plein de produits, plein de machins, qui est structuré comme un groupe. Ouais. Donc tu vois, maintenant, notre travail, c'est aussi de prendre les talents, tu vois, de s'entourer, parce que nous, on n'est pas des guignols, tu vois, mais il faut prendre les ressources là où on n'est pas bon, sur le marketing, sur les terrains, sur la force commerciale, pour staffer l'équipe. Et aujourd'hui, on est une vingtaine, Ouais, tu ok. vois. On était 2 sur un coin de table au début. Et aujourd'hui, Là, on est une vingtaine. On n'est pas à 100, 150, tu vois, mais ça devient un Mais en tout cas, TPME, tu vois. ouais, mais ça nous a permis de lancer Ah ouais. Rahaha de manière bien plus optimisée que celle dont on a lancé les Niçois. Parce que là, les produits, ça a été là, c'est du pensé, gain ça a de été temps, bien enfin, vous allez construit. plus vite. Enfin, Bah derrière, c'est. Et alors, on arrive en plus là bientôt à la fin de l'épisode. On a déjà passé un bon moment. Je pense qu'on va en passer encore un bon. Alors peut-être que tout sera pas dans la caméra, mais on prolongera donc derrière. Vous en êtes où aujourd'hui? Enfin, c'est quoi l'ambition et c'est quoi le plan maintenant? Et du coup, Honnêtement, le plan, c'est, en tout cas, c'est continuer à développer les Niçois. Mhm. Tu vois. Accélérer sur la marque mexicaine, parce qu'on est au tout début. Mhm. Enfin, même si ça a été beaucoup plus vite que les Niçois, on est comme au tout début. Il y a un potentiel un peu sympa, tu vois, sur ce créneau, parce qu'en plus, tu vois, il y a un truc un peu, je sais pas si c'est à la mode, mais tu vois, il y a un truc d'appétence, et puis il n'y a pas grand monde, donc on se dit que Oui, au final, c'est vrai que c'est peut-être Il y a- moins il y de a moins de- densité c'est ça. concurrentielle que sur d'autres on segments. a, donc c'est faire de la croissance sur ces 2 marques, Mhm. le plus vite possible, commencer à faire un peu de rentabilité et tout ça, tu vois, et continuer à exprimer ces 2 cerveaux, tu vois, peut-être créer une 3e marque, Mhm. tu vois, et constituer un espèce de, comme un label, tu vois, une espèce de label musical où tu as plein d'artistes différents, Ouais, là, vous mais auriez comme une avec marque à une- chaque fois sur son ouais, tu segment, vois, mais avec qui a une- toujours ce côté derrière le bon moment, créer des exactement. bons souvenirs. C'est le l'expérience. principe d'un label. Tu vois, tu as une identité, et après tu vas chercher des artistes complémentaires, mais qui gardent, tu vois, les mêmes valeurs, les mêmes éthiques, les mêmes, tu vois, tout Et ça. par marque, après, l'idée, c'est aussi de s'entourer de célébrités sur d'autres marques ou d'ambassadeurs ou... Bah, franchement, C'est toujours, ça dépend. José, ça tombait bien. Rarara, Hmm. Faut voir. Rahaha, on a quand même envoyé des Faut produits regarder. à Eva Longoria qui a fait une vidéo avec. Ça, c'était quand même Ah ouais chambé. Vous avez- Non, mais comme quoi, oser, tu vois, c'est Bah c'est oui, important parce que exactement. souvent on se dit on a eu de la chance ou ci ou ça, ou c'est impossible, on va pas le faire. Et à un moment donné, vous faites le livre, vous l'envoyez, Ouais. vous envoyez des produits. Non, il tout faut ça, faire, ouais, il faut tu faire. les Il faut génères faire. aussi, Faire. enfin, tu les génères ces Bon, moments-là, ah, ces opportunités. Alors après, faut le faire. Il y a plein de trucs qu'on fait, personne ne répond, hein. Oui, Tu vois, il faut ça, accepter c'est- de prendre c'est des normal. moments, je suis On en parle d'accord. moins Mais, et on les oublie plus mais vite. c'est un peu la vie, quoi, tu vois. Hmm. Faut, Après, faut- Ouais, De toute façon, je dis faut toujours, aussi, si tu ne demandes pas, la réponse c'est non. Si tu demandes, ça peut être non, mais ça peut être oui. Et puis les portes, c'est hyper sain, Hmm. tu vois. Les portes, ça te permet de te dire pourquoi je prends la porte. Tu vois, c'est toujours. Il y a aussi des mauvaises raisons de te prendre des portes, tu vois. Ouais. Mais ça te. Tu vois, enfin, en tout cas, c'est toujours stimulant, Hmm. tu vois. Et surtout, si tu n'aimes pas prendre des portes et qu'il y a des fenêtres, alors là, Ouais, Là- si la porte est fermée, tu peux là, ça passer. commence à devenir amusant, tu vois. Ok, bon, bah écoutez, merci à vous deux. On arrive à la fin de cet épisode. Un très. En tout cas, cuisiner assis, pas pratique. Hein. Ouais, j'imagine que là, t'es pas le meilleur setup pour toi, mais écoute, on va goûter. Je doute pas que ça va être très bon. Viens goûter les produits. Alors, justement, pour ceux qui veulent Venez. goûter les produits, donc on a compris Monoprix, Monoprix, les Niçois, c'est au 7 de la Alors rue. non, c'est Rahaha du coup. C'est Rara. 7 rue La Charrière. Ok. 7 rue La Charrière, dans le 11e. Les Voilà. Niçois, donc on vous retrouve
Eh ben, on n'a plus de lieu, donc on ne crée que des moments. Ok. Donc en gros, on va faire. Là, on est en train de bosser sur un joli projet pour cette année. On en parlera. Ok, bon, Regardez sur Insta. On Voilà. suivra l'actualité. Avant de conclure, il me reste quelques petites questions à vous poser. Mhm. La première, et elle est pour chacun d'entre vous, et je pas probablement des réponses différentes, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous entreprendre ou être entrepreneur? Olivier, pour toi, ça veut dire quoi? Écoute, moi je sens que j'ai pas tellement le choix. Ouais, Je sais pas, c'est entrepreneur, en plus je trouve que ça fait un peu un gros mot, quoi, tu vois. ok. Mais je sens que j'ai pas tellement le choix parce que je pourrais pas créer ou m'exprimer en dehors de ce que je fais Ok. aujourd'hui, tu vois. Enfin, de Parce la que t'as façon, de la créatif, forme. besoin de créer, si tu Bah, crées j'ai un peu pas, besoin de créer, quoi, ouais. tu vois. Donc après, je pourrais bosser peut-être dans de la pub ou je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est la seule façon que j'ai de pouvoir créer. Donc c'est comme ça que je le ressens, tu vois. Ok. Et puis, je sais pas, c'est peut-être un truc de liberté, de risque, tu vois, de tout ça, mais bon, ça c'est, tu vois, c'est un peu l'usage, quoi. Tu vois, c'est un peu les gros mots de l'entrepreneur. Mais moi, c'est ça en fait. Tu vois, c'est genre, c'est inhérent dans mon état d'esprit. Ouais. C'est ça. Tu ne peux pas autrement. Ok. Pas trop. Pour toi, Luc? Moi, c'est les gros mots de l'entrepreneur. C'est la liberté, faire. Si un jour j'ai envie de faire un bouquin, qu'on m'emmerde pas, et si le lendemain je lance un resto, qu'on m'emmerde pas non plus. Pas envie de faire aussi. Faire des produits, et on fait, et faire un événement. C'est intéressant ce que vous dites parce que je vous ai tout à l'heure posé la question de comment vous avez structuré ou autre. Parce que ce qu'on ressent dans vos profils aussi, c'est que vous avez ce côté hyper créatif, le besoin, l'envie de créer. Mais j'en parlais justement sur un autre épisode. Il y a souvent, on dit, un dirigeant ou un chef d'entreprise, il doit avoir à un moment donné ce couple, c'est-à-dire explorateur-intégrateur. Le côté explorateur, vous l'avez, vous explorez des pistes, vous en lancez, vous ouvrez des portes. Et après, le côté intégrateur, c'est comment tu structures. Là, vous avez plutôt deux profils créateurs. Est-ce que voilà, aujourd'hui, vous dites, vous êtes plutôt staffé autour de vous, vous êtes bien entouré avec des personnes qui peuvent derrière structurer? Complètement. Alors, Vous vous sentez plus fort qu'avant ou... 100%. Et en fait, pour que nous on soit encore plus explorateurs, Il me faut juste- t'es obligé Ouais. de structurer en dessous, Ouais. parce que sinon c'est genre le mur. Ouais, C'est pas compliqué. Hein. ouais. Parce que tu peux faire explorateur, faire on est explorant, on est un créateur, inventeur, je sais pas quoi. Donc c'est aussi la vie et le besoin quand même de faire mieux. Ouais. Tu te dis, en fait, nous en marketing, produit, grande distribution, en fait on sait pas faire. Mm. Mais on n'a même pas envie d'apprendre. Mm. Parce que il y a quelqu'un qui le fait mieux, bien mieux que nous depuis 20 ans. Mm. Donc, on va aller chercher de la ressource. Ok. On va aller chercher les ressources sur le commercial, sur le marketing, sur la distribution, sur le digital, sur mieux faire des produits. Donc, tu vois, le savoir-faire qu'on n'a pas, on le délègue. Vous avez quand même ce recul et cette conscience de ça, je sais pas faire. En fait, soit j'ai envie Ah bah oui, de mais parce qu'on n'a pas 20 ans, moi, Ça moi, fait pas 2 ans qu'on fait ça. Mm. L'air de rien, ça fait quand même 10 ans, Mm. avec des gros rebondissements comme restauration et Covid, ça a fait vraiment Oui, ça mauvais va. ménage. Ouais. Donc on a appris de nos erreurs, on connaît maintenant un peu les points faibles l'un l'autre, etc. Donc on est meilleur maintenant, après 10 ans, mais l'air de rien, on n'est toujours pas assez bon pour Mm. être autonome sur la grande distribution ou sur les projets qu'on a envie d'entreprendre. Donc effectivement, maintenant on structure en dessous. Et c'est Ok. topissime, on est très content. Et c'est vachement valorisant. Hein. Ouais. C'est-à-dire quand t'as un mec qui t'apprend et qui fait mieux pour ta boîte que toi tu pourrais le faire, bah, tu vois, Mm. c'est comme Ouais, ça t'as qu'il un est. côté satisfaisant. Bah oui. Ok. Dernière question. Question. T'as pas goûté les tacos? Non, bah, on va le faire. Prends une petite avec- chips. avec Prends-toi grand une plaisir. petite chips. Allez, une petite chips. Tiens. Trempe un peu dans le guacamole alors. Maintenant que vous avez vécu l'expérience, comment t'as fait? Tiens. Passer sur ce micro. Merci. Quel entrepreneur vous pourriez me recommander d'interviewer sur ce podcast et avec qui vous pourriez me mettre en relation? Quelqu'un qui devrait passer sur ce podcast pour expliquer son parcours. À qui on peut demander? Je suis pas sûr que Marc soit extrêmement disponible. Qui d'autre? Qu'est-ce qu'on ferait Très bon. Peut-être C'est bon, Mathieu. Ouais, je recommande. Qui ça? Mathieu. Mathieu? Hmm. Mathieu aussi. On a un bon copain, Ouais, Mathieu du Chocolat des Français. d'accord, Peut-être que ça te dit quelque chose. exactement. Ouais. Qui a monté la marque quasiment en même temps que nous. Ok.
qui a monté déjà, enfin tu vois, qui a déjà fait un ou deux tours de levée de fonds et qui lui, alors ça n'a rien à voir avec nous. Ils sont 3 associés. Merci monsieur. Mais Mathieu, super bien. Mathieu, c'est intéressant. C'est de la food, c'est pas de la restauration, c'est pas de la grande distribution. Lui, il est très fort sur tout ce qui est retail, cadeaux, épicerie fine et tout. Pas tant que ça. Tu l'as pas goûté encore. Brice Oui, il est derrière la caméra, mais Ouais, Brice. toi aussi tu vas y passer. Goûte un peu, Brice. Partage le moment avec nous, Brice. C'est un bon moment. Merci, mon vieux. Tiens, Brice. Ok, donc bien. Mathieu, on vous mettra en relation. Ouais, Mathieu, avec On plaisir. va Mathieu du chocolat des Français. Ok, on va clôturer cet épisode. Ouais. Merci à vous, Luc, Olivier. Merci pour. Merci votre Julien. partage. Et merci pour la prise de risque Tu croques immense. tu croques avant la clôture. Je hein, crois quand même. qu'avant la fin. Pour ta prise de risque Je vais immense. devenir, Où, tout rouge, transpirer tout de suite. Non, pas trop celle-là. Tiens, mais Ou, celle-là si tu veux transpirer c'est tout de quand suite. même Ça va aller. C'est comme le premier épisode de Comment vous avez fait. Mm. Hein, on n'est pas peu fiers. Merci pour l'avant-première. Vous avez, un shit. Oula. C'est bon, ça pique. Alors attends, après on fera celle-là hors image, Celle-là, j'ose même pas hors antenne. Ah mais ouais, j'ai pas le palais mexicain. Tous ceux qui veulent nous appeler, nous envoyer des mails, venir travailler avec nous, Allez-y, Ou des avec grand livres. plaisir. On cherche toujours plein de monde. il y a toujours Donc, plein d'idées. Si vous embêtez chez je sais pas qui, venez. Même si on cherche pas, on trouvera des On postes. trouvera une place. On trouve une place, donc venez à la maison. Luc@lesniçois.com, Allez, c'est parti. Olivier@lesniçois.com. Ouais, c'est ça. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. vous tous pour votre fidélité, pour vos messages privés, pour vos commentaires. Voilà, c'est pour vous que chaque semaine je partage un épisode avec un ou une ou des entrepreneurs qui reviennent sur leur aventure, sur les hauts, les bas, les galères qu'ils ont rencontrées, mais aussi qui ils sont. Il me reste tout simplement à vous souhaiter à tous une bonne soirée. Nous, je pense que ça va aller. On va passer un bon moment. Et en tout cas, c'est votre promesse. Et vous souhaitez tout simplement une bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye. C'était Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs, le podcast pour comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait. À très vite pour de nouveaux épisodes.